Donc nous allons donc aujourd'hui parler de... Nous continuons notre petit voyage guidé par Barbara Cassin entre les langues de Méditerranée d'ailleurs et les relations entre les lieux et les langages. Je dois d'abord vous transmettre les excuses de Jeanne Guérard, qui devait être là avec nous et qui a été retenue pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui ne peut pas être parmi nous, et donc qui le regrette beaucoup. Donc nous avons aujourd'hui décidé de faire une petite causerie avec la participation du public, bien entendu, autour de ce livre de Barbara Cassin qui est sa reconnaissance envers l'hospitalité corse, qui contient un bel éloge de la Corse et qui est en même temps une réflexion sur le thème de la nostalgie dans son rapport à la fois aux lieux et aux langues, l'attachement aux lieux et aux langues. Je vais d'abord, je pense que chacun d'entre vous a dû lire ce livre déjà, mais je ne vais pas le résumer, mais indiquer simplement le rythme que Barbara a choisi, qui est de partir d'Ulysse, bien entendu, à partir d'une réflexion sur la signification originelle du mot, l'étymologie de cette nostalgie, qui n'est pas un mot, qui est un mot grec, mais d'un grec de grammairien et de scientifique, mais qui n'existe pas dans l'Antiquité, qui décrit le sentiment d'Ulysse attaché à son île à chèvre et qui ne rêve que du retour, mais qui ne se nomme évidemment pas ainsi chez Homère, ni jamais dans l'Antiquité. Et donc, à partir d'Ulysse, Barbara réfléchit ensuite sur l'exil d'Énée et l'arrivée d'Énée en Italie, qui est une fondation, qui est un exil fondateur. Et ensuite, elle passe à Hannah Arendt et à la relation que Hannah Arendt entretenait avec sa langue allemande lorsqu'elle était exilée aux États-Unis. Et donc, avec beaucoup de citations aussi d'Hannah Arendt. Et ce parcours est en même temps une sorte de réflexion sur l'expérience que Barbara a faite elle-même depuis 35 ans qu'elle vit une partie de l'année en Corse. Et donc, ça va nous servir de fil conducteur, mais nous allons peut-être aussi dériver, suivre le vagabondage aussi d'Ulysse pour tourner autour de ce livre. Ulysse a été dans l'Hadès. Enfin, et c'est là qu'il a rencontré Tirésias et tous les morts. Et Tirésias lui a dit, quand tu seras rentré chez toi, il faudra repartir. Il faudra repartir avec une rame sur ton épaule jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te dise, étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule. Donc moi, c'est plutôt cela, pour moi, la scène matricielle de la nostalgie. Il y a deux scènes matricielles, et je crois que nostalgie peut être un immense sentiment qui remplit tout, et qui remplit tout le rapport à la Grèce, et tout le rapport que la Grèce peut avoir au temps. Mais je voudrais d'abord insister sur les deux scènes qui me font parler de nostalgie. Donc c'est cette scène-là d'Ulysse, rentrant chez lui, après 20 ans, se faisant reconnaître de chacun, mais en dernier de sa femme, car il a commencé par lui mentir en lui disant qu'il était un vieux pouilleux qui avait rencontré Ulysse une fois et que oui, cet agrafe, c'était bien quelqu'un qui lui avait donné, quelqu'un, Ulysse peut-être, qui allait rentrer. Bon. Et Pénélope savait dans son cœur que c'était lui, Ulysse. Et Ulysse continuait à lui mentir en lui disant, moi, Ulysse, ouais, je l'ai rencontré, il reviendra peut-être. Bon. Et donc, la première nuit après 20 ans, il l'a passée loin d'elle. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Et c'est simplement, donc, quand il a voulu se faire reconnaître d'elle, elle a résisté. Et elle a dit, bon, ben, oui, d'accord, bon, c'est toi peut-être, oui, d'accord, c'est toi Ulysse. Nourrice, va préparer notre lit. Et c'est à ce moment-là qu'Ulysse a bondi et a dit, femme, qui donc a déplacé mon lit ? C'est à ce moment-là qu'elle l'a reconnu, ou qu'elle a dit qu'elle le reconnaissait, qu'elle lui est tombée dans les draps en lui disant « Oui, c'est bien toi ». Donc,
je voudrais lier les deux scènes pour moi constitutives de la nostalgie. La première scène, c'est Ulysse. Leur signe de reconnaissance avec Pénélope, c'est le lit enraciné. Hein? Le lit a été construit par Ulysse, creusé dans un arbre qui était encore enraciné. Et lui seul le sait, lui et Pénélope. Et c'est ça le signe très sûr qu'ils partagent. C'est ça le signe de reconnaissance. C'est ça qui est empédone. Empédone, ça veut dire les pieds dans le sol. Ça, c'est un signe empédone. Et l'olivier dans lequel ils ont creusé le lit, dans lequel il a creusé le lit, est empédone. Et je voudrais signaler une autre occurrence clé de empédone. Le même mot, hein, les pieds là dans le sol. C'est quand Ulysse passe au large des Sirènes, il est attaché à son mât, et là, il est empédone. Empédone autotimimno. Il se tient là. Et il s'est fait attacher au mât pour ne pas plonger. Et cette occurrence, pour moi, le rapport entre logos et mythos, le symptôme le plus sûr du rapport entre logos et mythos, c'est la manière dont Parménide reprend ce mot empédone et même toute la séquence attachée dans la limite de liens puissants, empédone autotimimno, deismoisin, etc. Empeirat, deismoisin. Bon. Dans le poème de Parménide, tous ces mots qui décrivent Ulysse servent à décrire l'être, les temps. Quand, dans le poème de Parménide, on passe de l'être, du esti à toéon, au fragment 7 et 8, eh bien là, il y a les mots qui servent à décrire Ulysse. Là, on a le passage du mythos au logos. Là, on voit comment le mythe est resémantisé en philosophème. C'est absolument extraordinaire. Eh bien, ça, ce sont les mots mêmes qui servent à décrire le lit, enraciné. Le signe qu'on est chez soi. Qu'est-ce que c'est le signe qu'on est chez soi? C'est le lit conjugal, en tant qu'il est enraciné dans le sol. Bon. Ça, c'est la première scène matricielle de la nostalgie. Et la deuxième scène matricielle, c'est que quand on est là, on repart. Hein? On repart jusqu'à ce qu'on ne vous reconnaisse alors vraiment pas. C'est-à-dire qu'on ne reconnaisse même pas la culture que vous représentez. Une rame qu'on va prendre pour une pelle à grains, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille dans un Sahel invraisemblable pour que ne jamais avoir vu un bateau, une rame, et pouvoir prendre ça pour une pelle à grains. Tant que cet extrême lointain n'aura pas eu lieu, Ulysse ne pourra pas rentrer. Ça, c'est pour moi, c'est les scènes matricielles, les scènes, propres. Et après, on peut métaphoriser autant qu'on veut. Hein, et on peut dire, ouais, on va retrouver la nostalgie partout, d'accord. Mais ça, c'est les scènes nostalgiques par excellence. Le lit enraciné et l'extrême ailleurs, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus rien de vous. Donc, pour moi, c'est ça, la nostalgie. Et si j'avais, puisque vous avez fait allusion à Calypso, à Ulysse, au moment où il était chez Calypso, là, le moment le plus, disons, le plus clé, à mon sens, c'est... Ulysse est resté 10 ans chez Calypso. Et vraiment, il était un amant heureux. Il ne faut pas oublier qu'il était un amant heureux. Et simplement, il y a un moment où, bon, ben voilà, il ne goûtait plus les plaisirs de la nymphe. Et donc, il regarde le lointain et les larmes coulent sur sa joue. Elles font fondre son aion, c'est-à-dire sa puissance vitale. Vous savez que aion, qui est un mot magnifique en grec, signifie, ouais, tant. Ça veut dire tous les liquides vitaux. C'est-à-dire la sueur, le sang, les larmes, le sperme. Bon. Et tout ça fond quand on pleure. On fait fondre son temps. Bon. Donc, Ulysse regarde le large et fait fondre son temps. Heureusement qu'Athéna veillait au grain et dans l'assemblée des dieux a dit « mais c'est le seul qui n'est pas rentré, il faut qu'on le fasse rentrer, Zeus, s'il te plaît, Poséidon, tourne le dos, vas-y, fais-le rentrer. » Bon, ok. Donc, Hermès est dépêché auprès de Calypso et lui dit « bon, maintenant les dieux veulent que tu lâches Ulysse. Hein »
Alors Calypso gémit en disant « Ah, les dieux sont jaloux, ils n'ont jamais voulu qu'une nymphe ait un amant humain. » Bon. Mais bon, elle accepte, de toute façon, elle ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'accepter. Et donc, elle aide Ulysse à repartir. Mais elle lui dit « Tu es sûr que tu veux partir ?» Et lui dit « Oui, je veux retrouver Pénélope moins belle que toi, vieille, je sais tout ça je sais. » Elle lui dit « Mais si tu restes avec moi, tu serais immortel. » Et il lui dit « Je préfère la mortalité. » Ça, il y a une très belle phrase d'Hannah Arendt qui dit que c'est la seule chose dont les dieux soient jaloux. Oui. Ils sont jaloux de la mort des hommes. Euripide le dit aussi. Et donc, bon, la nostalgie, en effet, ne se bâtit que sur le temps. Hein, donc, sur le fait qu'on va mourir. Donc, c'est peut-être autour de tout ça. Il fait le premier choix de la mort. Il fait le choix de la mort, il préfère la mort et le retour à l'immortalité finalement immobilisée. Empédone, justement. Une immobilisée, les pieds englués dans l'île de Calypso. Et je veux dire qu'il y a pour moi une vraie différence entre une nostalgie répandue au sens lâche du terme, hein, et une nostalgie, disons, faite en scène originaire. Et ces deux scènes originaires, c'est le lit enraciné, le lit conjugal enraciné qui dit « là on y est », et le « et », je le souligne 3 fois, le départ. Le départ quand on est arrivé. Quand on est rentré, on repart. Et Ulysse, alors, dans ce « et », il y a une nuit intemporelle, atemporelle, hors du temps. Les dieux retiennent le char de l'aurore. Bon, ça peut durer. Okay. C'est entre le lit enraciné et le départ, il y a la nuit d'amour. C'est des très belles, c'est des scènes vraiment extraordinaires quand on commence à les décrire sur ce qu'elles impliquent symboliquement. Hein. Quand on les prend comme elles sont décrites, c'est-à-dire non métaphoriques. Voilà. Donc ces scènes-là, pour moi, c'est les scènes de la nostalgie dans l'Odyssée. Et elles sont partout, si vous voulez. Mais il n'y a que là qu'elles sont telles quelles. Voilà. Parce que Calypso, c'est celle qui cache. Et Ulysse, lorsqu'il est dans l'île de Calypso, c'est les 10 ans qu'il a passé avec elle, il ne s'est pas rendu compte qu'il a passé 10 années. Parce que chaque fois, il oublie. Et lorsqu'il a le choix qu'il a, c'est entre l'immortalité et la jeunesse éternelle, parce qu'il y a aussi l'immortalité sans la jeunesse, ce qui doit être terrible. Déjà que la jeunesse éternelle, ça doit être assez ennuyeux. Mais il fait le choix de la mort parce qu'il veut sortir de l'île qui le met en marge du monde des hommes. Et rejoindre Ithaque, c'est au fond faire le choix de la mort qui lui donnera l'essentiel, c'est-à-dire l'immortalité par le Cléos. Son nom sera prononcé par des lèvres humaines, un peu ce que disait Sappho, qui avait la certitude que son nom serait prononcé plus tard par des lèvres humaines. Et c'est aussi le choix d'Achille et le choix d'Alexandre. Puisque nous sommes dans un monde où il n'y a pas de paradis artificiel ou de récompense donnée après un acte beau. C'est la beauté pure, me semble-t-il, dans ce choix, puisqu'il n'y a pas presque d'après la vie que les Grecs aiment par-dessus tout. Il suffit de se rappeler la rencontre d'Achille et d'Ulysse. Achille qui dit qu'il aurait préféré être un simple paysan à la lumière du jour qu'ici dans un peuple d'ombre. Oui, les enfers sont horribles. Et ça c'est quand même pas évident. Mais les enfers sont horribles en Grèce. Ça n'a aucun intérêt. Et pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est la lumière du jour. Et il faut réfléchir sur le terme qui dit mortel, ou qu'on traduit par mortel dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est fausse.
Phos, à l'accent près, ça veut dire lumière. Et évidemment, l'accent est très tardif. Hein. Donc il y a une conjonction dans le terme phos entre lumière, comme ça, et mortel, avec l'accent comme ça, et les deux ont la même racine que femi, fari, dire. Donc on peut dire que le terme pour dire mortel, c'est le plus heideggerien du monde. Hein. Ça veut dire à la fois émettre des sons, enfin parler, parce que fausse, c'est bas, c'est le souffle. Hein. Donc émettre des sons, parler, être dans la lumière et être mortel, être un homme. Les trois sont liés. Et ça, c'est quand même quelque chose de magnifique et quelque chose que je n'invente pas, c'est-à-dire dont on trouve l'écho, par exemple, dans Parménide. Lorsque Parménide décrit la lune, il dit « allotrion phos », lumière d'ailleurs. Et lumière d'ailleurs, c'est les mêmes mots qui servent à dire étranger. Allotrion phos, dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Donc, je veux dire, ces échos, on ne comprend rien à la Grèce si on n'entend pas les textes comme un vaste palimpseste. C'est sans arrêt des reprises. Et Homère est partout. Homère est partout, Homère est sous Parménide. Et ça, c'est quelque chose qu'Heidegger n'a pas vu du tout. On n'en a jamais parlé. Oui, peut-être. Bien sûr. Laissez un micro là. Oui. Oui, bien sûr. J'aimerais, dans la mesure de mes moyens, n'étant pas helléniste ni philosophe, j'aimerais quand même essayer de faire une sorte de synthèse de ce que je viens de comprendre à partir de ce que vous avez dit, dans une vision de la nostalgie qui n'est pas du tout celle d'Olivier Battistini. Olivier, à moins que je ne me trompe et que je ne t'ai mal compris, la nostalgie pour toi est une éviction du présent, c'est-à-dire une façon d'éviter le présent. Il me semble au contraire, il me semble au contraire que la nostalgie est une des formes les plus dangereusement efficaces de vivre le présent. En ce sens que, et là je pense que je jette un pont entre la Grèce et nos propres ressentis à chacun, actuels, la nostalgie, me semble-t-il, est une façon de jeter un pont entre l'accumulation de mémoire d'un côté et l'intention de l'autre, le projet, l'avenir. Elle fait une image comme cela, synthétique. Et ce n'est pas étonnant que vous repériez à ce moment-là cette matrice très forte de l'arbre-lit. Parce que l'arbre, c'est quand même la métaphore immense de la mémoire naturelle. Et le lit, c'est l'objet même du culturel, là où s'inscrit la généalogie, l'acte de naissance et d'amour. La méconnaissance totale de l'autre dont vous parlez, comme étant une deuxième matrice, me paraît être la même matrice, mais totalement inversée. C'est-à-dire que là, il n'y a ni mémoire, ni projet. Il n'y a que l'instant présent dans cette rencontre qui ne propose aucune forme de reconnaissance. Voilà, donc j'ai pas de questions à proprement parler à poser, mais c'est cette vision de la nostalgie comme un nœud vraiment d'articulation dangereux, parce que à trop vouloir y rester, eh bien justement, à trop vouloir rester dans le présent, on ne fait plus rien. C'est cette vision-là
que je voudrais vous proposer et éventuellement sur laquelle on peut débattre. Jacques, tout à l'heure, je parlais bien sûr de la nostalgie dans un de ses sens, la maladie du retour. Mais j'ai évoqué à propos de l'Iliade la tristesse du bonheur qui n'a pas eu lieu ou qui aurait pu être. Puisque quand j'ai lu le livre de Barbara Cassin, il me semble bien qu'il y a un rapport étrange entre l'espace et le temps, et plusieurs temps. Alors, il me semble que tout est possible dans ces conditions. Le désir, la souffrance de ce qui n'a pas eu lieu, c'est tout aussi étonnant que le désir de retrouver un passé perdu. Et quand je faisais le lien entre le mythe et la philosophie, le logos et le mythos, on peut retrouver là des réponses à ta question. Habituellement, on oppose le logos au mythos. Le logos serait la parole qui permet ce qu'on appelle la philosophie et la science. Il se trouve que les concepts utilisés par Héraclite, par Thalès et quelques autres sont, semble-t-il, différents des mots utilisés dans les mythes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Aristote lui-même le précisait. Dans la cosmogonie, Chaos est le premier des dieux. Or, Chaos peut aussi être un concept qui indique quelque chose qui ressemble un petit peu, Barbara, à la Peiron d'Anaximandre, un tourbillon d'où sortent les mondes. Donc, la séparation entre le logos et le mythos est une invention. Je parlerai plutôt, moi, de résonance ou d'harmonie, dans le sens où Héraclite utilise ce terme. Et quand je me permets d'évoquer à propos d'Ulysse l'idée de la philosophie classique, à savoir qu'il faudrait être capable d'élargir le présent, de donner quelque chose d'éternel à l'éphémère, au fond se satisfaire de l'instant présent, si par hasard nous sommes capables de le faire à l'instant, et nous rendre compte que nous sommes heureux de parler d'Ulysse ou de l'Iliade, j'ai là aussi l'impression que l'idée même, le principe de la philosophie, à savoir se contenter, dans la fameuse Sophrosyné, se contenter de notre présent, ce qui est passé est définitivement perdu. Le futur, même si on aborde les idées étranges de Diodore Chronos, qui est capable de dire que dans le futur, il y a plusieurs nécessités possibles, et que c'est la seule chose qui soit certaine, c'est qu'il y ait quelque chose dans le futur, eh bien, cette nostalgie d'Ulysse me semble correspondre lorsque, dans la nuit que donne Athéna aux deux amants, cette nuit qui s'élargit, il me semble qu'Ulysse a retrouvé, comme dit Luc Ferry, sa juste place dans l'équilibre du cosmos, pour reprendre les idées des stoïciens et même d'Aristote. Ça, je me méfie de l'interprétation de Luc Ferry en la matière. Mais il me semble qu'il y a énormément de questions là qui sont simultanément posées. Et on va avoir du mal à les démêler. Moi, ce que j'ai entendu dans la vôtre, c'est quel est le rapport entre nostalgie et présent ? Est-ce qu'il peut y avoir nostalgie du présent ? Comment ça fonctionne avec le présent ? Donc, si c'est ça, les autres questions qui me semblent être posées, c'est quel est exactement le rapport de l'espace et du temps dans la nostalgie, et quel est exactement le rapport entre logos et mythos. À chacune pourrait avoir, enfin, à chacune, on peut
tenter une réponse. Je pourrais tenter d'y répondre. Mais celle qui me paraît au cœur de ce que vous avez dit, mais peut-être que je me trompe, c'est le rapport entre nostalgie et présent. Oui, c'est vraiment ce qui m'intéresse, en ce sens que, là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier, c'est-à-dire que pour moi, la nostalgie comporte, comme on dirait en grammaire, 3 irréels. Un irréel du passé, un irréel du futur et un irréel du présent. C'est en cela que la nostalgie est un danger. Hein. Mais elle comporte aussi une puissance de virtualité. Cette puissance de virtualité, et je reviens alors là, en revanche, à ta propre interprétation, c'est ce qu'Agamben appelle une kairologie, c'est-à-dire l'occasion, l'opportunité de faire un saut qualitatif et de transformer la nostalgie en une jouissance de l'instant présent, mais un instant présent qui n'est pas amnésique, attention, hein, c'est pas du tout, on oublie le passé et on forclôt l'avenir, c'est pas ça à mon sens. C'est exactement ce que je voulais répondre. Enfin, je voulais répondre par le kairos. Hein, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire ce dont vous parlez, c'est du kairos. Qu'est-ce que c'est que le kairos? C'est, bon, alors on traduit par occasion, moment opportun, enfin peu importe. Il faut voir la représentation. C'est donc un jeune homme qui a un toupet par devant, hein, et puis qui est chauve par derrière. Donc ça veut dire que vous le saisissez là, schlouk. Hein, vous saisissez l'occasion par les cheveux. Bon, au sens littéral du terme. C'est ça, le kairos. Ça, c'est effectivement le temps qui échappe à la nostalgie par définition, parce qu'il échappe à la mise en série. C'est le temps décidément non quantitatif. C'est l'irruption, le temps non spatialisable, le temps non aristotélicien, non aristotélisable. Bon, et c'est le temps qui est une irruption de qualité dans toute quantité possible. Donc de ce temps-là, il ne peut y avoir que saisie. Et cette saisie, elle est sans douleur. C'est-à-dire que c'est le point où il n'y a pas de nostalgie. Cette saisie ne peut se faire que schlac. Il n'y a ni passé de cette saisie, ni futur de cette saisie, ni mise en série possible de cette saisie. La seule mise en série possible, et c'est la suite de ma réponse, c'est l'éternel retour de l'identique par Nietzsche. Nietzsche a attrapé le kairos par les cheveux en le faisant revenir éternellement et en disant, voilà, il faut que vous puissiez vouloir. Est-ce que vous pouvez vouloir que cet instant revienne éternellement? Bon. Là, on est hors du temps linéaire. Et on est hors de la spatialisation possible. Et là, il ne peut pas y avoir de nostalgie. D'une certaine manière, le temps de la nuit d'amour entre Ulysse et Pénélope au bout de 20 ans est un temps qui a échappé à la nostalgie, c'est une échappée à la quantification. C'est aussi un temps schlouk, qui ne ressemble à rien d'autre, qui n'est pris dans aucune mise en série possible. On retient les chars de l'aurore, allez donc, bon, hein, c'est comme on peut retenir un instant par les cheveux. Les dieux, au lieu de retenir l'instant par les cheveux, retiennent les chars de l'aurore, très bien. Bon, pareil. Donc, moi, je verrais, si vous voulez, la réponse, enfin, à une question esquissée ou esquissable, quel est le rapport entre la nostalgie et le présent? En tout cas, ce qui échappe à la nostalgie, c'est le présent qui n'est pas mis en série, c'est-à-dire le kairos. Et la seule nostalgie possible de ce kairos, c'est l'éternel retour de l'identique. Évidemment, le kairos que j'essaie de rattacher à la dimension de la littérature, puisque c'est quand même mon domaine de prédilection, ne peut pas me faire penser à d'autres paradigmes. Je pense à la synchronicité chez Jung, je pense à l'instant poétique chez Bachelard, où là, effectivement, il y a véritablement une rupture, une coupure horizontale dans la linéarité du texte, mais il y a une profondeur. Hein, il y a une dimension de cette verticalité. Et cette dimension de cette verticalité, elle est liée justement à
toutes les articulations, tous les réseaux possibles d'un système très complexe qui est celui de la nature, c'est-à-dire du corps qui participe à la lecture et de la culture également, de cette mémoire culturelle qui vient enrichir l'instant vertical. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas de mémoire culturelle, cet instant vertical n'aurait pas lieu. Donc, le Kairos ne me paraît pas si coupé de la temporalité que ce que vous semblez dire, d'après ce que je comprends. Voilà. Mais attendez, n'aurait pas lieu en littérature? Enfin, Oui, oui. de quoi parlons-nous exactement là? Le Kairos en littérature, explique-moi ce que c'est. Le Kairos en littérature, c'est tout d'un coup un événement, ce que Laurent Génie, par exemple, ou Michel Guérin appellent le figural, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement fort, qui fait figure, qui stoppe, qui brise les schèmes de compréhension et d'organisation qui sont ceux qui motivent la lecture du roman, la lecture de tel ou tel texte, etc., et qui tout d'un coup tissent avec notre mémoire culturelle des liens tout à fait impromptus, que l'on n'avait pas prévus. Voilà. Oui, d'accord. Je comprends bien ça. Je comprends même que c'est le temps de l'invention. Je veux dire que chacun de nous qui a fait l'expérience soit d'écrire, soit de peindre, c'est bien qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui apparaît sur sa toile ou sur sa page qu'il n'attendait pas. Et la seule manière de faire, c'est de le suivre. C'est-à-dire, si on ne suit pas ça, on n'écrit pas et on ne peint pas. Bon, ou on ne pense pas. Donc ça, c'est... il s'agit bien de saisir le Kairos par les cheveux et de le laisser aller. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas tout à fait ça, non. Vous parlez alors de l'événement, comme Badiou peut parler de l'événement? Comme Arendt parle de l'événement de la naissance? Ce que je comprends comme étant l'événement poétique, le Kairos poétique, je dirais, c'est véritablement le point de rencontre d'une figure du texte, qui peut être aussi une propriété émergente de la globalité du texte. Enfin bon, ça c'est encore un autre problème, mais une figure du texte qui s'articule profondément avec notre mémoire globale, cette mémoire du corps et de tout ce que l'on a acquis. Et c'est quelque chose, attention, c'est quelque chose enfin, je pense, de rarissime. On veut nous faire croire aujourd'hui que la culture se rencontre à tous les carrefours, dans toutes les expositions de musées, etc. Je pense que le véritable fondement de l'événement culturel dans une vie, il est très très rare. La rencontre qui tout d'un coup vous bouleverse votre existence et donne sens à ce qui n'en avait pas jusqu'à présent. Ça, c'est la tuquet, le hasard aussi. Ben non, pour moi, c'est pas du tout le hasard. Que ou alors c'est le hasard Jacques, reconnu. Je ne sais pas si... Bon, là, on est en train... Oui, on va excusez-moi, je suis en... Oui, on va faire circuler un petit peu. Ça va détourner. Bonsoir, je suis dépassé par ce débat, mais je voudrais essayer de vous poser une question, à savoir, j'ai noté au passage, enfin tout au moins dans un passage de votre livre, vous faites allusion au bonheur et vous dites Athéna protège ce couple du bonheur. Alors, à savoir si le bonheur existe vraiment, parce qu'on n'arrive pas à trouver la définition du bonheur, et Bossuet disait le bonheur, c'est une caisse à outils, mais il manque toujours un outil dans cette caisse. Alors, à savoir, tout simplement, oui, ce bonheur existe-t-il? On s'aperçoit que là, le bonheur est protégé par Athéna, en quelque sorte. Mais le bonheur, c'est vraiment pas un mot grec. Eudaimon, le mot qui le dit en grec. Non, mais juste ça. Ensuite, j'essaierai de répondre à votre question, mais je pourrais pas. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que bonne heure, c'est de la bonne chance. Et Eudaimon, c'est le Dieu, c'est c'est le bon génie. C'est le bon Dieu.
Bon, juste pour dire que, pour relier avec au fond ce que j'essayais de raconter hier, qui est qu'on ne pense qu'en langue. Bon. Alors maintenant, bonheur, est-ce que le bonheur est... C'est pas le kairos, le bonheur. ou le saisir, bon, À la bonne heure. à la bonne heure, C'est non, bonne heure, non, c'est le non, le kairos. kairos, c'est ce qu'on C'est une des saisit. traductions. C'est une des traductions qui a été donnée du kairos, à la bonne heure. Bon. Oui, À la à la bonne Renaissance- heure, à la absolument. Renaissance, on traduit comme ça. Ou la nuit et le moment de Crébillon. Faire les choses Enfin à la bon, bonne voilà, heure. le moment, oui. Mais quoi, est-ce que le bonheur existe? C'est pas à moi que vous demandez. Il faut demander ça. Il faut demander ça, je sais pas. Personne n'a la réponse. Oui, oui. J'allais dire des choses assez méchantes. Le bonheur n'a jamais eu lieu, vous avez dit dans ce passage. Voilà, le bonheur existe dans le passé. Comment? Le bonheur n'a jamais eu lieu. Non, il existe dans le passé. Il existe dans le passé. Dans le présent, on ne peut pas s'en rendre compte. Dans le présent, il C'est n'existe mon pas. idée. Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Je trouve dans le présent. Je ne sais pas où j'ai dit ça. Je ne vois pas ce que je voulais dire. Donc vous l'avez sûrement lu mais je me reconnais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le bonheur existe dans le présent et qu'on le rencontre et qu'on le sait et qu'on peut le savoir. Il faut le savoir. Enfin, on n'est pas forcé de le savoir, mais enfin, si, quand même, en gros, on le sait. Alors, il y a infiniment de sortes de bonheur. Il y a des petits bonheurs, comme disait Nietzsche aussi. Des petits bonheurs. Et puis, il y a le bonheur. Voilà, bon. Que nul n'élude, absolument. Oui, oui. Et la beauté qu'on assied sur ses genoux, oui. Bon, je ne peux pas vous répondre, monsieur. Pardon. Excusez-moi, mais moi, j'ai fait allusion à... Je dis, puisque le bonheur n'a jamais eu lieu. Il est dans le passé, il n'est pas dans le présent, ce bonheur. On essaye de comprendre. Moi, je ne suis pas un littéraire, je ne suis pas un philosophe, donc j'essaye de comprendre. Ben, moi, je trouve que... Je ne sais pas si j'ai dit ça en mon nom propre ou si j'ai dit ça dans une phrase qui voulait dire que... pour Ulysse, le bonheur n'avait pas encore eu lieu ou n'avait jamais eu lieu. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai dit. Mais maintenant, si je le dis, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas que le bonheur n'a pas eu lieu, ni n'a pas lieu. Je ne dirai pas ça. Non, j'ai très bien pu mal m'expliquer. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Mais moi, je ne sais pas, on donne plusieurs définitions du bonheur. Regardez, ici, c'est tout en noir. Mais Walt Disney disait, vite habillé en couleur, c'est le secret du bonheur, par exemple. Ici, on le voit tout en noir, on ne voit que tout en noir. Comment pouvez-vous être heureux, madame? Hein? Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, mettez des couleurs ici. Saisir un peu de temps en temps ce bonheur. C'est un théâtre. Le noir est fait pour faire ressortir les couleurs, parce qu'on en met. Je reviens à justement la question que pose Barbara Cassin en sous-titre à ce livre sur la nostalgie, c'est quand donc étant chez soi. Et ce quand est quand même une surprise, même si bien sûr la nostalgie relie l'espace et le temps. Là, quand donc étant chez soi, ça évoque pas le passé du tout. Ça évoque même pas le présent, mais quelque chose qui est d'abord un questionnement. Et c'est ce rapport, je voudrais vous demander de peut-être essayer de développer un peu cette question. Et la réponse que vous donnez à la fin, parce que la réponse est donnée à la fin. La question est reprise, la dernière phrase. Quand donc est-on chez soi? Quand on est accueilli, soi-même, ses proches et ses langues, et ses langues. Quand donc est-on chez soi, quand on est accueilli, c'est un camp qui est peut-être aussi récurrent, qui n'est pas nécessairement un instant, et qui renvoie d'abord à la fois à une idée de reconnaissance. Et quand on est accueilli, c'est quand on est reconnu comme étant non pas le même, mais comme ayant une identité qui est acceptée. Et donc le lien, ce que je voudrais peut-être qu'on développe maintenant, et peut-être ça nous mènera du côté du bonheur aussi, c'est quel est le lien entre ce moment qu'on reconnaît et comment le reconnaît-on, ce moment où on est accueilli, c'est-à-dire vous dites à un autre moment hospité, où on est reconnu comme étant un étranger mais qui a droit de citer. Et donc aussi ce rapport
de cette question à la reconnaissance, et bien sûr la reconnaissance d'Ulysse aussi. C'est au moment où c'est la scène de reconnaissance que cet olivier est le seul indice qui permette une reconnaissance sûre entre Pénélope et Ulysse, nous renvoie aussi à une autre question qui est celle de l'alliance, et bien sûr qui est directement liée à la question de l'hospitalité. Vous suggérez dans le développement des réflexions que vous suggère la nostalgie, cette idée que, et dont je crois là aussi l'Olivier d'Ulysse est vraiment l'axe central de cette réflexion, cette idée que ce qui permet l'enracinement peut être interprété aussi, l'enracinement de cet olivier qui était déjà là et qui est vivant et autour duquel Ulysse construit son lit. C'est une sorte de métaphore de la construction du commun. Ça construit une alliance. Parce que le lit, c'est pas seulement la généalogie, c'est pas seulement l'union amoureuse, c'est aussi la constitution d'une alliance. C'est la métaphore d'une alliance entre humains aussi. Donc ce lit qui est construit à partir de ce qui est enraciné, de cet olivier, qui en plus symboliquement n'est pas neutre, qui est lié bien sûr à Athéna, qui est lié à la paix. Quels sont les liens entre tout ça, entre la reconnaissance, l'alliance et l'enracinement ? Je crois que tu l'as bien exposé, vous l'avez bien exposé déjà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'enracinement, justement, si je dis qu'on est chez soi quand on est accueilli, ça veut aussi dire qu'on est chez soi quand on n'est pas enraciné. Hein, c'est vraiment cette réalité-là. C'est-à-dire, alors, je vais le dire encore autrement, on n'est pas seulement chez soi quand on est enraciné. Ça, c'est une proposition plus admissible. On n'est pas chez soi seulement quand on est enraciné. On peut être chez soi aussi quand on est accueilli. Bon, moi, je ne suis pas enracinée, donc je ne suis pas chez moi quand je suis enracinée. Il se trouve que je ne me sens pas avoir des racines et que par ailleurs, ça me paraît un sort, on parlait du bonheur, ça me paraît un sort heureux de n'avoir pas de racines. Alors, on peut contester cette proposition. Je conçois très bien qu'on soit heureux d'avoir des racines. Moi, je suis heureuse de ne pas en avoir. Je suis heureuse de ne pas en avoir parce que je pense que c'est les arbres qui ont des racines et pas les hommes. Et j'en reviens à cette phrase de Cal dans Beckett, dans Les Exilés de Beckett. Cal dit « Ouais, bon, c'est les arbres qui ont des racines. Et d'ailleurs, peut-être que les arbres aussi, ils seraient heureux de prendre l'avion. » Bon. Moi, je suis... Alors, ça n'engage là que ma propre expérience. J'imagine que de nos jours, peut-être plus encore que dans le passé, les exilés sont en avant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que Hannah Arendt dit lorsque elle vit l'exil. Elle dit, au fond, alors les Juifs, mais pas seulement les Juifs, les exilés d'une manière générale, sont peut-être ceux qui aujourd'hui représentent le mieux la condition humaine. Et elles sont peut-être en avant, comme Lautréamont pouvait dire que la poésie était en avant. Bon, ils sont peut-être en avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui est une manière de parler autrement de la globalisation et de parler autrement de la mondialisation. Quelque chose de l'ordre du « mais réfléchissez bien ce que c'est que des racines et faites attention à ce que ça peut produire. » Moi, je n'oublierai jamais les phrases de Heidegger, celles que je citais hier, par exemple, où il disait que la langue allemande est enracinée dans une race et dans un peuple qui fait que, elle est plus proche de l'être et qu'elle est encore plus grecque que la grecque. Bon. Et que autant vaut de toute langue authentique, c'est-à-dire de toute langue enracinée dans un sol et dans une terre, dans une race et dans un peuple. Bon. Moi, j'ai peur de ça. Là, je trouve que c'est gros de choses très, très dures. Et c'est pour ça
que je privilégie, au fond, pour redresser le bâton tordu, le fait qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de racines pour être heureux. Qu'on puisse être heureux en tant qu'accueilli quelque part, en tant qu'exilé, si vous voulez, ou en tant qu'éternel vagabond. Et la nostalgie d'Ulysse, Ulysse revenant chez lui et repartant. Je ne sais pas, comme dit Dante, quand il parle d'Ulysse, quand est-ce qu'Ulysse est vraiment heureux? Est-ce qu'il est heureux lorsqu'il erre et qu'il fait des stations extraordinaires, chez Calypso, chez Nausicaa, chez les Strigons, même des pénibles, chez les Cyclopes? Est-ce qu'il est heureux quand il fait tous ces voyages? Et puis quand il rentre chez lui, une nuit, et quand il repart pour on ne sait pas combien de temps, jusqu'à un lieu qu'il ne connaît pas et qui n'arrivera peut-être jamais. Bon, est-ce qu'il est heureux là, comme éternel vagabond, exilé, hein, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et puis est revenu plein d'âge et raison, passé entre les siens le reste de son âge? C'est faux. Ulysse n'est pas revenu, que je sache, passé entre les siens le reste de son âge. Du Bellay, oui, sans barbe et sans argent, il est revenu. Mais bon, et il aimait mieux son petit lyret que le Mont Palatin, d'accord. Mais du Bellay, pas Ulysse. Bon. Les allégoristes de la Renaissance, les interprètes de la Renaissance, depuis le Moyen-Âge, pas de la Renaissance, du Moyen-Âge, c'est Fulgence, je crois, qui donne le premier cette interprétation du nom d'Ulysse. Et ça a un rapport avec la traduction. Lorsque l'étymologie du nom d'Ulysse est imaginée, lorsqu'on imagine la cohérence entre le nom d'Ulysse et ses aventures, on dit que Ulixes, en latin, c'est holon xénos, en grec, c'est-à-dire étranger partout, étranger à tout. Et toute la réception d'Ulysse à la Renaissance le considère vraiment comme celui qui est toujours tenté par le retour, toujours dans un mouvement de retour, mais toujours étranger partout. Et c'est précisément, et c'est le rapport entre les deux qui définit vraiment Ulysse. Et il y a là quelque chose. Mais néanmoins, il y a quand même cet Olivier. Et alors, je proposerais, pour essayer peut-être de concilier l'inconciliable, les contraires, peut-être qu'on peut imaginer que pour se sortir de cette aporie, enracinement, déracinement, on peut considérer que ce que fait Ulysse en construisant son lit à partir d'un olivier vivant, c'est construire du commun, construire une alliance autour d'un arbre. C'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même enraciné, mais il y a quelque chose qui l'est dans le lieu. Et qu'il peut y avoir un rapport au lieu qui correspond peut-être plus, qui est peut-être plus proche de ce qu'on peut ressentir. Ça définit Ithaque. Ça, c'est son île, c'est là où il y a un arbre enraciné. Et là, ça définit une identité de lieu qui fait qu'on peut y revenir. Comme bien, si vous voulez, c'était la même discussion qu'on avait hier à propos de la langue. Évidemment, ce qui compte, c'est la diversité des identités. Mais ça veut dire la diversité des identités. Ça veut dire qu'il y a bien à chaque fois une identité, quelque chose d'identifiable et qui s'identifie. Et là, en tant que divers, c'est-à-dire différent des autres choses qui forment une mosaïque. Bon, ou qui forment un... Bon, je crois que c'est vous qui disiez que la Corse était une mosaïque. C'est Lanclus, Gérard Lanclus qui propose cette... Bon, mais en tout cas, ça me paraît très très important de comprendre... Ça me paraît très important de comprendre que chaque identité est une identité, mais qu'il y en a plusieurs, et qu'on n'est pas forcément soi-même une identité fixe. C'est ça. Je voulais juste aller dans le même sens. Au plus près, Ulysse est au plus loin. Apparemment, il est étranger chez lui presque 2 fois. Parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il rencontre l'étranger absolu, celui qui est absolument impensable, le barbare parfait, à savoir celui qu'Anacharsis va rencontrer aussi dans ses voyages, celui qui va prendre une rame pour une pelle à grains. Un Grec, même les Spartiates, ne sont pas très éloignés de la mer. Et je pense évidemment à l'Anabase de Xénophon, qui, loin de la mer, sont dans un désert improbable, dangereux pour eux,
Et vous vous souvenez tous du moment où il tombe à genoux, en sanglotant, et en disant talata, talata, ou talassa, talassa, si c'est en dialecte attique ou dorien. Et je songe bien sûr aux cris des marins de Christophe Colomb, qui, eux, dans l'élément qui leur est totalement étranger et qui est inquiétant sur l'océan, quand ils crient « terre, terre », ils reconnaissent leur patrie ou l'endroit où ils seront sauvés. Et Ulysse doit rencontrer l'autre, celui dont parle, je ne sais plus si c'est De Tienne ou Vernon, qui parle, ou François Hartog, je ne sais plus du tout, qui parle du barbare absolu, c'est-à-dire le Scythe, qui n'a rien à défendre parce qu'il n'a pas de patrie et qui a inventé ce que Hartog, enfin c'est lui, appelle le fameux bœuf autocuiseur, c'est-à-dire le bœuf qui, en grec, l'expression c'est le bœuf qui fournit tout ce qu'il faut pour le cuire. C'est le barbare absolu, même pas uniquement celui qui parle par onomatopée, mais celui qui ne connaît pas la mer. Et dans le voyage d'Anacarsis dont je parlais tout à l'heure, il y a une question qui lui est posée, c'est la suivante: qui sont les plus nombreux, des morts ou des vivants? Et le Scythe, qui ignore la mer de manière parfaite et qui la découvre entre-temps, lui dit: mais que fais-tu de ceux qui naviguent sur la mer? Donc Ulysse, qui est étranger à 2 fois, il ne reconnaît pas sa patrie, même si, lorsque l'épisode de la cicatrice, qui est plus qu'émouvant, Euryclée reconnaît Ulysse à sa cicatrice. Et d'ailleurs, au passage, il y a quelque chose de très curieux, puisqu'on parlait de l'espace et du temps. Il y a un procédé de narration dans l'Odyssée qui est extraordinaire et qui ressemble étrangement à l'art cinématographique extrêmement contemporain, où il n'y a pas de rupture entre le passé et le présent. Lorsque Euryclée reconnaît la blessure, plutôt la cicatrice d'Ulysse, on est projeté immédiatement dans un présent autre au moment où Ulysse aura la blessure qui provoquera la cicatrice en question. Ulysse est reconnu par Euryclée, Argos d'abord évidemment, Euryclée, et ce n'est que plus tard que Pénélope va consentir de le reconnaître, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite vengeance de la part de Pénélope. Alors, l'étrangeté de sa terre, de sa patrie, il faut une véritable dialectique, quitter à nouveau Ithaque pour rencontrer aux extrêmes quelqu'un qui ne connaît même pas la mer, qui prend une rame pour une pelle à grains, et qui va donc du coup permettre à Ulysse c'est bien cela, de retrouver de savoir qui il est. C'est assez étonnant, ce qui montre, s'il était besoin de s'en persuader, l'extrême modernité d'un Homère qui est notre contemporain. Parce qu'il nous raconte, grâce au procédé que nous connaissons tous de la poétique d'Aristote, la mimésis et la catharsis, il raconte quelque chose qui est nous-mêmes. Et vous parlez, monsieur, de la recherche du bonheur, mais la philosophie ne cherche pas spécialement le bonheur, ne veut pas le trouver, ne donne pas de recette pour trouver le bonheur, ou la sagesse, mais c'est un cheminement vers. Et le cheminement suffit. Le cheminement suffit. Je ne sais pas si le bonheur ne serait pas ennuyeux. Aussi, je parle d'ennui depuis tout à l'heure, mais me semble qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les gens heureux. Et moi, pour les autres. Voilà, le micro circule. Mais je peux laisser la place. J'ai oublié d'ailleurs parce que. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'économie d'identité? Non, c'est justement ce que je voulais dire. Il y a une confusion sur les mots là, avec culture, avec langue et avec lieu. Parce que ce qui est le lieu, c'est le commencement. Il y a une question du temps, la reconnaissance. La première reconnaissance, c'est le chien. Le chien reconnaît Ulysse, son chien reconnaît Ulysse, parce que pour lui, le temps n'a pas passé. Donc le vrai temps, c'est le temps du chien. L'esprit n'a pas d'actualité.
L'actualité de l'esprit, c'est la sensation, c'est le sens, de la recherche du temps perdu. Donc il n'y a pas de culture dans la sensation. La culture naît de la sensation. Donc le lieu n'a pas d'identité. Le lieu, c'est celui de la sensation. Cézanne redescend à Aix pour peindre. Dans le roman de Thomas Bernhardt, son premier roman, Gel, qui est un roman absolument magnifique, le personnage principal est un peintre, et ce peintre dit que le lieu de ses pairs, c'est le lieu du lien entre le fini et l'infini. C'est-à-dire que c'est là que tout se comprend. En fait, tout se comprend parce que là est le commencement. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut regretter ce qui n'a pas été vécu, mais il n'y a pas à vivre de toute façon. Le commencement est sans suite, est définitivement sans suite. Donc s'il y a une nostalgie, c'est celle du commencement. La punition, ou comme dirait le contrapasse au chef-d'œuvre de Ulysse, c'est pas de marcher à l'infini, c'est d'assister à une reconnaissance. Parce que cet homme reconnaît quelque chose, il reconnaît une pelle à grain. En fait, il fait une comparaison sans savoir qu'il fait une comparaison. Il y a seulement un terme. Ulysse est celui qui sait qu'il y a une comparaison. La pelle à grain est comme la rame qu'il a sur l'épaule, tandis que cet homme, lui, ne sait pas qu'il fait en quelque sorte une poésie, mais c'est une véritable reconnaissance. Ulysse assiste à toutes les reconnaissances, c'est un petit peu sa condamnation. C'est-à-dire, il y a impossibilité pour Ulysse de sortir du récit. Ce qu'on lui annonce dans l'Hadès, c'est qu'il va voir comment commence un récit. Le récit commence dans la reconnaissance poétique, c'est-à-dire celle qui ignore justement l'objet qu'elle reconnaît. Non. Ça, c'est une thèse. Simplement pour le lieu, je veux dire que le lieu, les trois arbres de Hudiményde chez Proust, où on reconnaît quelque chose sans l'identifier, c'est là est l'actualité de l'esprit. Dans la sensation, l'esprit est actuel. Sinon, il n'est que récit, il n'est que remémoration, hypothèse, langage. Mais là où l'esprit agit, de même que Argos reconnaît Ulysse, c'est quand l'esprit reconnaît. Et il reconnaît dans la pure sensation. Et là, il n'y a plus de langage. Parce qu'un peintre ne peint pas avec du langage. Il peint avec la reconnaissance directe. Et je ne veux pas parler de corps parce que c'est une notion que je ne comprends plus du tout. Mais il y a une reconnaissance sensible. Non, je voulais simplement poser. C'est les questions d'identité. Dans l'enracinement, finalement, il y a la notion d'identité. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'économie, justement, de l'identité ? Le voyageur, je pense à Kafka, par exemple, le trajet de Franz K. dans le procès. Bon, c'est véritablement un homme l'homme moderne, il perd un peu son identité, quoi. Est-ce qu'il a besoin à tout prix de la reconnaissance ? Non, mais l'homme moderne, là, c'est peut-être le point de différence avec Ulysse. Ulysse, ça fonctionne par reconnaissance avec un S. Hein. Et le moment de l'identité, c'est le moment, d'ailleurs, c'est le moment de l'Iliade dans l'Odyssée, c'est quand il passe au large des sirènes, qu'on lui dit « Ulysse, tant vanté, honneur de l'Achaïe, viens ici ». Bon, et il devrait aller se noyer et faire partie du tas d'os. Et bon, il a eu suffisamment de ruse pour se faire, comme sera l'être, comme ça, immobilisé dans la limite de l'impuissant. Mais je veux dire, on peut dire que toute l'Odyssée est une quête d'identité. Bon, Adorno l'a dit, ils ont tous dit ça, bon, mais c'est pas faux. Donc là, on ne va pas en faire l'économie pour ce livre-là. Que vous disiez que maintenant, oui. Alors remettons en question la nécessité d'une identité. Et là, je serais bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder comment se modifie la notion d'identité quand on l'immerge dans celle de diversité. C'est déjà beaucoup moins tragique. Voilà. Ça produit des effets beaucoup moins tragiques. Wittgenstein dit le démon, c'est l'identité. Absolument, absolument. Mais déjà, le principe d'identité est un truc extrêmement compliqué et qui ne fonctionne pas dans la langue, et qui ne fonctionne pas dans la langue grecque. C'est extrêmement beau. Quand vous dites, je ne sais pas moi, en grec, quelque chose comme Socrate et Socrate, vous ne pouvez pas le dire.
car vous dites « Ho Socrates esti Socrates ». Donc vous dites un sujet avec un article. Le Socrate est Socrate. Le Socrate est un Socrate. Donc vous ne dites pas la même chose de part et d'autre du esti, du est. Ça, c'est génial. Bon. Et c'est là-dessus que, on peut dire, se glisse la subvention... intéressant. La subversion du poème de Parménide par Gorgias. Look. Et voilà. Toméon esti quoi? Le non-étant est quoi? Méon, non-étant. Ah, bah tu vois bien, c'est pas la même chose. Bon, etc. C'est vraiment très intéressant. Il faudrait faire l'histoire de l'identité. Ça commence avec Parménide, la lecture de Parménide par Gorgias et Leibniz, le principe des indiscernables. Et ça va via Hegel jusqu'à Wittgenstein, absolument. Oui, merci. Alors, bon, moi, je voudrais reparler un petit peu du livre avec la lecture d'un peu d'un sociolinguiste. Donc, c'est un regard qui est quand même différent. Et ce qui m'a semblé discerner à travers votre livre, je voudrais vous poser la question, c'est que finalement, Ulysse, son voyage, son retour, son envie de repartir, la métaphore de la pèlerin, de la rame et de la pèlerin, est-ce que c'est pas une façon de poser un peu éternelle, mais comment dire, extraite du mythe, de poser la condition de l'individu dans la modernité, à savoir qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'individu dans la modernité? Est-ce que je ne suis pas le fruit d'une tension permanente entre l'envie du dehors et l'envie du dedans? Parce que je crois il me semble que c'est parfaitement marqué par l'expérience d'Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'elle a fait l'expérience de ce qui peut exister de pire, je dirais, dans la modernité, et qu'elle a eu à reconstruire un rapport à la langue. C'est-à-dire qu'elle a eu à, à s'extraire de la langue du sein maternel, qui avait été transformée, travaillée, je dirais, par l'élaboration linguistique, je dirais entre guillemets, des nazis, qui avait été donc transformée en une sorte de novlangue, on pourrait dire ça, parce que c'est une des novlangues modernes. Et donc il a fallu qu'elle maintienne dans l'exil un rapport d'attachement à cette langue. Et donc il a fallu qu'elle reconstruise entièrement le rapport à la langue. Donc elle a eu à faire cette expérience à la fois du dedans, c'est-à-dire du chez-soi dans la langue, et après du dehors. Comment je me situe par rapport à cette langue qui a été qualifiée en tant que telle et qui est devenue quelque chose qui m'a expulsé en quelque sorte du sein maternel. Voilà. Alors est-ce que votre livre, c'est pas une façon de poser, je dirais, de tenter de situer l'individu dans la modernité? Mais là, enfin, situer l'individu dans la modernité, mais en quoi est-ce alors, si vous le décrivez comme ça, différent de l'individu dans l'Antiquité? La seule chose qui me paraît très différente, c'est si on parlait de sujet. Là, pour Ulysse, on ne va pas parler de sujet. Ou alors, il ne sera pas... il sera... je ne sais pas. Parce qu'on peut dire que sujet est un terme moderne et que la subjectivité moderne n'est pas l'individualité antique. Bon. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai. Je ne suis pas sûre que ça soit vrai si simplement, déjà, parce que je pense que c'est une manière très heideggerienne de lire l'histoire de la philosophie, d'une part, et je pense que, d'autre part, le sujet a volé en éclats avec Darwin, Freud, etc. Bon, et qu'il est effectivement clivé, splitté, et qu'à ce moment-là, vous retrouvez cet individu étrange qui se balade dans l'Antiquité aussi. Bon, donc, alors, je reprends je reprends ma réponse à partir de votre question à nouveau. Tout à fait d'accord pour dire que le rapport à la langue de Arendt est extrêmement, beaucoup plus complexe que jamais dans l'Iliade et dans l'Odyssée, il n'y a eu de rapport au grec. Rien à voir. Là, rien à voir. La modernité, c'est peut-être, par rapport à la Grèce, dans le rapport à la langue. Et alors, à ce moment-là, elle commence avec les Romains.
c'est-à-dire avec la deuxième langue. Bon. Les Romains avaient inventé la stratégie de Lisbonne. C'est-à-dire que, bah ouais, il y avait le latin comme langue politique, le grec comme langue de culture, et puis la langue maternelle, quelle qu'elle soit. Il y avait 2 plus 1 ou 1 plus 2. C'est la stratégie de Lisbonne. Alors, reprenons à partir d'Arendt. Arendt, en effet, je ne sais pas si elle a à reconstruire ou à maintenir son rapport à sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'elle dit toujours que l'allemand, pour elle, c'est in the back of my mind, les chansons qu'elle attendait quand elle était petite, les poèmes qu'elle a lus, les philosophes qu'elle a lus dans cette langue. Et donc, elle n'a pas à la reconstruire, elle a à la préserver. Comme elle a à la préserver comme autre que celle qui a été empoisonnée par le nazisme. Les petites doses d'arsenic dont parle Klemperer. Bon. On a modifié, on a bougé la langue. Reportons-nous aux autres moments où ça s'est passé et où ça a été dit comme ça. Il y en a un très antérieur, qui est Thucydide, la peste d'Athènes. Il décrit ce qui s'est passé avec la guerre, dans la guerre qu'il décrit. Il dit, c'est comme la peste, la langue, on a bougé la langue. La langue a bougé. Thucydide dit ça. Et il dit c'était une maladie de la langue, la guerre civile. La stasis, c'est une maladie de langue aussi. Et à l'autre bout du temps, celui qui a dit ça il n'y a pas longtemps, c'est Desmond Tutu, lorsqu'il a parlé de ce qui s'est passé, de ce qu'il a entendu avec la commission Vérité-Réconciliation. Il a dit en Afrique du Sud, il a dit voilà, les conscrits devenaient fous parce qu'ils ne savaient plus à quelle langue se vouer. On leur disait d'appeler terroristes des gens qui étaient des résistants. Et ils ne savaient plus comment faire. C'est très, très, très intéressant ce qui se passe avec la langue, mais je crois que ça n'est pas contemporain. Je crois que ça a été vu de Thucydide jusqu'à Desmond Tutu en passant par Hannah Arendt. Donc je ne suis pas sûre que ça fasse modernité. En revanche, c'est essentiel. Comment l'individu se détermine-t-il par rapport à sa langue, c'est essentiel. Ce qui ne se passait pas en Grèce, et avec Ulysse, c'était un soupçon sur le grec. Le grec était logos, bon, ratio et horatio, il n'y avait aucun soupçon. Comment pouvait-on bouger cette langue qui était unique, qui était universelle? On ne pouvait pas. Donc on n'avait pas à craindre ou à craindre pour soi à travers sa langue. Arendt a craint pour elle, comme Adorno, comme Celan, ils ont craint pour eux à travers leur langue. Comment peut-on encore parler allemand après le nazisme? Eh bien, on le peut en faisant une chose très précise. Et c'est vraiment ce qui me paraît à la fois moderne et essentiel. On peut en dénaturalisant la langue maternelle, c'est-à-dire en désolidarisant la langue et le peuple. Si on désolidarise la langue et le peuple, si on fait que une langue, si on tient Derrida, une langue, ça n'appartient pas, alors on reconstruit autrement son rapport à sa langue. On peut se tenir à sa langue maternelle, même si elle est, comme dit Derrida, est-ce qu'elle est devenue folle? L'allemand, c'est devenu fou? Bon. Arendt dit ça dans l'entretien avec Günter Gauss. Je me suis demandé quand même, est-ce que ma langue maternelle est devenue folle? L'allemand, est-ce que c'est devenu fou? Bon. Et bien évidemment, non. L'allemand reste désolidarisé du peuple allemand. Mais l'endroit où on le retrouve, l'allemand, disons, suicidé, l'allemand empoisonné par les doses d'arsenic, c'est dans les éléments de langage. Et ça, je crois que c'est fondamental et c'est fondamentalement actuel. Qu'est-ce que c'est qu'une langue totalitaire? Une langue totalitaire, c'est une langue faite de lieux communs. C'est une langue faite d'éléments de langage. Et quand Arendt parle de la banalité du mal,
Et quand elle parle du procès Eichmann, elle dit, Eichmann, sa langue lui jouait des tours. Et il disait, ah, mais je suis désolé, je ne peux, ma langue est bureaucratique. Bon. Et c'est ça pour moi, la banalité du mal, c'est le fait qu'on ne parle plus que par cliché. C'est ça qu'Arendt veut dire par banalité du mal, et Lanzmann n'y changera rien, même s'il n'y comprend rien. C'est ça que ça veut dire. Bon, et donc, banalité du mal, nous, on la véhicule tout le temps quand on parle par élément de langage. Les politiques la véhiculent tout le temps quand on parle par élément de langage. Et c'est pour ça que le dernier livre que j'ai essayé de réunir, ça s'appelle « Derrière les grilles » pour en finir avec le tout évaluation. Parce que quand on fait des évaluations, en globish, on parle par élément de langage. Et c'est notre seule langue. Notre langue, là j'ai récemment fait des expertises pour l'université de Toulouse parce que je voulais voir si mon hypothèse était juste. C'était effarant. On m'a demandé des choses, on m'a demandé d'expertiser des dossiers pour lesquels j'étais complètement incapable, complètement inapte. On me demande de le faire en donnant A, B, C. Hein. On me demande de faire quand même un classement sans ex-aequo. Et j'expertise des trucs sur les drosophiles en même temps que des trucs sur les sols, en même temps que, par hasard, un machin nul sur Vico. Bon, voilà. Donc il y a un truc pour lequel je peux dire que c'est nul, le reste, je peux pas. Enfin, ça m'a l'air bien, bon, mais c'est effarant. Eh bien ça, c'est la banalité du mal pour moi. C'est parler par élément de langage, cocher des cases, et faire ce que faisait Eichmann quand il disait, voilà, bon, bah, ce train part, touc. Et bon, c'est tout. Donc, si vous voulez, je sais pas, j'ai pas répondu à votre question parce que ça m'a enflammée, mais je veux dire que pour moi, une langue empoisonnée, c'est ça. Et évidemment, ça n'est pas grec. Ça n'a, peut-être c'est ce qui ne s'est jamais produit en Grèce, sauf avec la guerre civile. C'est très très intéressant de relire Thucydide et la Stasis chez Thucydide dans cette perspective. Nicole Laureau l'a fait, par exemple. C'est extrêmement important. Et vous voyez comment des éléments de langage peuvent être extraits, en revanche, de la langue grecque et de la, disons, de la politicité, de la politique grecque, et être réutilisés où ils ont été réutilisés par Marie-France Tirbois sur la démocratie, hein, par Marine Le Pen sur la démocratie. Il n'y a pas de mal là, on va y arriver. Est-ce que les Romains dénaturalisent la langue? Pardon ? Est-ce que les Romains dénaturalisent la langue? Ah, leur propre langue, je ne crois pas du tout. Je crois que les Romains, là, moi, je serais très arendtienne, à la différence de Heidegger. Heidegger pense que la catastrophe, c'est la traduction du grec en latin. Moi, je pense qu'avec Arendt, que ce qu'ont fait les latins, c'est élaborer une langue politique qui échappe à la philosophie, c'est-à-dire qui échappe au vrai et faux, et qui... disons, une politique non soumise à la métaphysique. Et donc je pense que les Romains ne dénaturalisent pas la langue, ils en inventent une. Ils inventent une langue politique. Les Grecs ont fait une langue politique aussi. Polis et logos, voilà des mots aristotéliciens ou combien. L'homme est un animal doué de langage et c'est pour ça qu'il est plus politique que les autres, etc. La rhétorique grecque, bon, fondamentale, mais... Ce qui se passe avec la langue grecque, le logos grec, c'est qu'il est malgré tout, et sauf en des moments très rares, dont pour moi la sophistique est un exemple, il est malgré tout soumis au vrai et au bien. C'est-à-dire que la politique grecque est soumise à la métaphysique et à l'ontologie. Elle est entièrement heideggerianisable. Voilà. On a beaucoup plus de mal, et c'est pour ça que Heidegger ne le fait pas, à heideggerianiser la romanité ou le latin. Mais en revanche, Arendt, elle, réfléchit sur le rapport au latin. Le passage où il est question de la maladie de la langue chez Thucydide, on changeait le nom
par lequel on désignait habituellement telle ou telle réalité. C'est extraordinaire. Ça. C'est ce qu'on fait avec les éléments de langage. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut tellement se méfier. Et c'est pour ça que je ne sais pas parler de racines ou d'identité sans avoir envie de tourner ma langue 7 fois dans la bouche. Enfin, parce que je pense que pour arriver à échapper à ça, il faut faire des phrases et non pas des éléments. C'est pas la question. C'est une question piège, parce que justement, on est en train, depuis des mois et des mois, de parler de Corse, de bilinguisme, que sais-je. On n'arrive pas à trouver une issue, à savoir qu'il paraît qu'il y a un dictionnaire, je ne sais pas, quelque part. Hein. Le grec était un ensemble de plusieurs dialectes. Oui. Le grec, c'était un ensemble de plusieurs dialectes aussi. C'est possible. Parce que À moins d'un que village à peut-être un soit autre, avéré. chez moi, je vais vous prendre un exemple. À Muro, on dit un amas de ronces, on dit ou lamaderne. Et à Feliceto, 2 km plus loin, on dit ou lamadar. Le terme est différent dans la prononciation. Vous voyez, alors on n'arrive plus à. Mais c'est un cas courant quand même. On se balade partout dans le monde et ça se passe comme ça, de village en village ou de partout. Donc ça, c'est pas. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je cherche où d'ailleurs, c'est dans Humboldt, la définition à partir du moment où un dialecte n'est plus reconnu, ça devient une langue. Voilà. Où un dialecte n'est pas reconnu par ses voisins, ça devient une langue. Non, vous avez bien compris votre voisin. Vous comprenez Eh ben. Oui, mais vous comprenez les deux. Vous comprenez les deux. Non, mais moi, le deuxième, je ne comprenais pas. Piega. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit piega. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire piega? Nous, on dit regarde, quoi. Vous voyez? Oui. Une langue, ça a des facettes. Bon. Mais quand est-ce qu'on... le fait... Définir une langue, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, pour l'instant, la définition à laquelle je me suis arrêtée, c'est des auteurs et des œuvres. C'est une définition très restrictive, hein, mais qui marche pour des langues orales. Ça ne veut pas dire que c'est pas forcément des œuvres écrites. Hein. Mais bon, il faut que ça s'invente. Il faut que ça se co-invente. C'est ça, des auteurs et des œuvres. C'est une co-invention. De notre propre identité, parce qu'on se demande si on est français, si on est corse, si on est italien, vous voyez. Et pourquoi vous ne seriez pas les trois? Mais il y en a qui n'acceptent pas d'être les trois. Ah, ceux-là, c'est peut-être pas vous. Enfin, je veux dire, parlez-leur. Vous voyez. C'est difficile. Le dialogue est difficile parfois. Il y a d'autres questions, d'autres... Réaction, Olivier? On conclut? Oh oui, il est 4 heures, je pense qu'on peut conclure. Conclure ou laisser les choses en suspens. Est-ce que Barbara veut qu'on peut dire un mot pour finir? Olivier. Allez, juste pour le plaisir, 3 images qui me plaisent. Il s'agit de 3 poètes très peu connus, dont j'ai parlé à Françoise l'autre jour au téléphone. C'est grâce à Quintus de Smyrne et quelques autres qu'on a pu retrouver les fragments. Il s'agit de Daris le Phrygien et de Dictys de Crète. Et comme on parlait évidemment de nostalgie et du pays de retour, du pays qu'on rêve de retrouver, lorsque Énée part, lui, il va retrouver une patrie qui n'est pas la sienne, grâce au latin. Mais il a évidemment le souvenir de Troie. Et dans 2 œuvres, à savoir la Petite Iliade et l'Iliou Persis, il y a 2 descriptions différentes de la dernière nuit de Troie. Et je me suis fait un plaisir de les noter pour évoquer que ces pays perdus ne vivent que par les mots et par la mémoire. Pour Alexandre de Lycophron, qui est cité par l'Esquisse de Mytilène, la dernière nuit de Troie, c'était le milieu de la nuit
et la lune se leva brillante. Et Virgile, c'est pour ça que j'y ai pensé, en parle dans le livre 2, au vers 265. Il dit « Tacitae per amica silentia lunae » par le silence amical de la lune qui se cache. Puisqu'il s'agissait de conclure, peut-être que ces deux vers qui disent deux choses différentes sont contradictoires. D'une part, une dernière nuit de Troie éclairée par la lune, et une autre nuit où la lune est complice, cachée, et qu'on pourrait comparer bien sûr avec le retour de Troie dans l'Agamemnon d'Échille. La mémoire nous joue des tours, il y a des pièges. Et la nostalgie, la maladie du retour, puisqu'on en a parlé dès le début, puisqu'il s'agissait des rapports entre plusieurs temps et les rapports espace-temps, la nostalgie est évidemment liée à cela. Le problème de la mémoire et des mots qui disent et qui ne disent pas, pour reprendre Héraclite. Et justement, à propos d'Héraclite, le fameux fleuve dans lequel on ne peut pas se baigner deux fois, t'énerve pas, Jacques, en bainomen te caillou en bainomen en tous potamus, nous nous baignons et nous ne nous baignons pas dans le même fleuve. Ça nous paraît étrange. Cela dit, René Thom, le mathématicien, a parlé de la théorie des catastrophes en lisant Héraclite. Et le fleuve, qui est donc multiple, et c'est parce qu'il est multiple que le fleuve est. Et donc, dans le rapport que nous avons avec le temps, tout à l'heure, quelqu'un parlait du présent, la nostalgie du présent. C'est d'ailleurs toi, Jacques, je pense. Eh bien, le présent, à l'instant même où je parle, il est composé d'un passé, il est déjà passé, voilà. Donc j'ai déjà la nostalgie du début de ma phrase. Et la nostalgie d'un futur improbable. Voilà.